Salut les monges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Hearthstone. Comme vous le savez, l'évasion du Fort Pourpre sort le 7 juillet et hier a eu, pardon pas hier, c'était avant-hier. Avant-hier a eu lieu le reveal des dernières cartes. Comme je vous expliquais, je voulais vous faire des analyses des sets complets. Donc cette fois-ci, on a tout. Lundi, je pars en vacances, donc là, je vais vous faire les classes 3 par 3 et peut-être une vidéo uniquement pour les neutres que je trouve pertinentes. Hem et donc je vais essayer de faire plus vite parce que trois sets, c'est quand même long à expliquer. Et voilà, donc on est parti. On va commencer avec le DK. Je vais les faire dans l'ordre et ensuite je ferai les 3 autres. Du coup, il reste, 4 vidéos du coup de reveal si je dis pas de bêtises. Parce qu'il reste 9 classes et les neutres. Donc ça devrait être faisable. Je vais essayer de vous faire ça dans les plus brefs délais. Pour l'instant, du coup, on commence avec les cartes Chevalier de la Mort et avec la légendaire, donc qui est destinée, comme la plupart des autres, enfin comme toutes les autres classes, à avoir une légendaire qui est censée tricher sur les règles officielles de Hearthstone. Et donc, la légendaire qui fait ça, c'est Tal-Ena, l'hématologue, qui a un cri de guerre qui dit que vous obtenez un deuxième pouvoir héroïque qui coûte des cadavres. C'est une 4-5 pour 5, donc déjà le souci, sans parler du pouvoir héroïque, c'est que en elle-même, elle a même pas taunt, c'est-à-dire que quand on va payer 5 mana, on va se mettre en dessous pendant un tour. Ça, c'est le seul souci, c'est qu'elle a pas d'impact immédiat. Parce que du coup, le pouvoir héroïque, c'est le baiser de vampire. Donc c'est un pouvoir héroïque qui coûte 3 cristaux, mais du coup qui coûtera 3 cadavres, qui donne +3 d'attaque à un serviteur. Ce qui est pas mal, c'est que du coup, on a un deuxième pouvoir héroïque qui est «gratuit» entre guillemets. Il faudra juste avoir des cadavres à utiliser, mais ça, c'est tout à fait faisable. C'est quand même pas mal parce que du coup, couplé au pouvoir héroïque de base du Chevalier de la Mort, ça nous fait quand même des 4-1 charge. Donc déjà, ça peut prendre plus de trade et potentiellement, mettre de la pression à l'adversaire. Je trouve que ça fonctionne potentiellement bien aussi, dans les decks convocation, notamment, bah, du coup avec la 3-5 lien de vie qui permet, si elle stick sur le board, ben, d'avoir un petit coup de boost et de passer à 6 d'attaque et de du coup regagner des points de vie. C'est cool, aussi sur le ptérodactyle, qui est 4-3, qui coûte 5 cadavres et qui a vol de vie parce que du coup lui, on a souvent la possibilité de le jouer gratuitement. Bon après ça fait beaucoup de dépenses en cadavres, mais c'est pas inenvisageable. Ça peut booster des sangsues, ça peut, le pouvoir héroïque est intéressant. Ça, il y a rien à redire. C'est juste ça aurait peut-être été trop fort, mais je trouve ça dommage en fait que ce soit pas un effet qui prend enfin qui du coup qui proc en début de partie parce que du coup, comme je disais, payer 5 pour mettre une 4-5 qui fera rien dans l'immédiat parce que elle vous donne un pouvoir héroïque que vous allez peut-être pouvoir utiliser gratuitement, mais si vous avez pas de board, bah, vous avez juste rien fait en fait. Hem, donc à voir. Heu, le pouvoir héroïque, c'est sûr qu'on peut en faire quelque chose, c'est sûr que c'est intéressant. Le seul problème, c'est que c'est un cri de guerre, qu'on chope le pouvoir héroïque en cri de guerre et que le body est vraiment, moyen si jamais on est derrière dans la game. Donc à voir ce qu'on arrivera à en faire. Pas inintéressant, mais un peu fragile. Ensuite, la rafale d'os, donc un sort impie pour une seule rune, inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires, donc les serviteurs et le joueur. Si un serviteur allié est mort pendant ce tour, inflige 3 de plus. Alors ça, c'est une carte plutôt intéressante dans des decks plutôt aggro, je dirais. Dans le sens où vous allez potentiellement pouvoir jouer beaucoup de petits serviteurs, peut-être faire de la value en prenant des trades, en accumulant des cadavres, et justement ensuite avoir potentiellement un spell qui peut rentrer 6 face.
C'est vrai que ça fait penser au sort du démoniste. Bon, le deck a pas été joué longtemps, mais le deck aggro avec les dragons qui jouait justement ce sort à 2 qui infligeait 6 dégâts répartis à tous les adversaires et qui mettait des brides de temps dans le deck. Là, il y a pas cet effet-là. La contrepartie, c'est juste d'avoir un serviteur qui meurt. En DK, on doit avoir beaucoup de serviteurs où ça ne nous dérange pas trop de le sacrifier. Donc la carte, elle est intéressante. Après, elle me plaît pas plus que ça parce que c'est pas le type de carte que j'aime jouer, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais la carte est bonne, c'est agressif, donc rien à redire. Ensuite, la Scieuse d'Os. 6 mana, 6-4, c'est une carte avec préparation. Donc préparation, je réexplique vite fait. Vous pouvez en fait glisser la carte qui a préparation sur le dessus de votre deck, un peu comme la forge ou l'échange. Et ça va réduire le coût de la carte euh, à équivalent du nombre de mana que vous avez utilisé pour la préparer, plus 1. Imaginons que vous avez rien à faire à votre tour 2 et que vous la glissez au-dessus du deck. Du coup, ça va consommer les 2 manas que vous aviez, plus 1, donc ça va la réduire de 3. La mécanique de préparation a l'air vraiment forte pour setup des tours. Euh, et donc elle nous dit qu'en cri de guerre, détruit chacun de nos autres serviteurs. Pour chaque serviteur détruit, un cristal de mana est réinitialisé et vous piochez une carte. Donc c'est hyper intéressant. J'arrive pas trop à savoir pour l'instant à quel point ça peut être dégénéré. Est-ce qu'on va suffisamment réussir à faire des petits boards, avoir un intérêt de les saquer nous-mêmes? Parce que ce qui est intéressant, c'est que si on arrive à la réduire, à détruire suffisamment de serviteurs pour ensuite refresh, puis piocher, et que dans la foulée, on peut jouer la carte à 7 qui est déjà actuellement dans le jeu, qui coûte un de moins par serviteur mort. La carte qui est disponible chez le Demon Hunter et le DK. Ça peut vite faire un tour un peu dégénéré de cycle et de body. Euh, donc à voir si pour l'instant ou peut-être plus tard on arrive à avoir des setups, mais l'effet est vraiment puissant. Ça se couple super bien avec la carte que j'ai citée juste avant. Je pense qu'il y aura des choses à faire. La carte est cool. Dans l'immédiat, j'arrive pas à me projeter. Je verrai peut-être au moment de pouvoir tester tout ça. Mais là, dans l'immédiat, la carte est juste bonne, mais je sais pas si elle est bonne maintenant. Canon à cadavre, 2 cristaux, 2 runes impies, une 1-3. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, invoque une goule fragile 1-1. Bah, c'est vraiment une bonne carte en vrai. 3 de durabilité, ça arrive tour 2, ça permet de splitter des trades ou juste de prendre des trades, ça accumule des cadavres. Les goules fragiles, c'est celles qu'on invoque avec le pouvoir héroïque, donc elles ont charge. Donc ça marche super bien avec le pouvoir héroïque de la nouvelle légendaire. Le seul truc, c'est que c'est 2 runes impies, donc on va être très limité dans les runes de sang par contre. Donc à voir si l'arme est suffisamment puissante pour créer un nouvel archétype où on n'aura pas besoin de jouer les enfin trop de runes de sang. Parce qu'actuellement c'est pas trop le cas. Mais l'arme est vraiment puissante, donc peut-être que ça justifiera l'archétype à elle toute seule. Mais ouais, faut voir. La carte est trop cool, c'est super fort en vrai. Opération d'urgence. Soit agissez un serviteur adverse, invoque 3 morts vivants, 3-1 avec vol de vie qui l'attaque. Alors du coup, pour 5 cristaux, dont une rune de sang et une rune impie, vous avez du coup le potentiel de créer 3 cadavres et de gagner 9 points de vie. En fait, je pense que cette carte est bien. Elle est bien et elle sera certainement jouée dans les decks qui jouent ce sort. Parce que, en fait, si on doit jouer qu'une rune de sang, on va perdre certains spells qu'on joue actuellement qui nécessitent 2 runes de sang. Et donc ça pourra potentiellement remplacer des sorts qu'on pourra pas mettre dans ce deck qui jouera potentiellement ça et certainement la légendaire.
Je serais pas étonné de la voir. La carte est pas insane, mais la contrepartie de devoir jouer 2 runes, impies pour jouer cette carte, et je pense que des gens voudront jouer cette carte, ça nécessitera forcément, certainement de devoir intégrer cette carte dans le deck parce qu'on pourra pas jouer, toutes les cartes qui tournent autour des sensus justement. Donc je pense que ce sera un remplaçant à ça en fait, et je serais pas étonné de l'avoir. Je suis pas sûr, mais je serais pas étonné de l'avoir en vrai. Ensuite, le clone de sang. Donc 3 cristaux, donc 2 runes de sang. Donc typiquement, c'est pas le genre de sort qu'on pourra jouer dans l'archétype qu'ils nous ont présenté juste avant. C'est un sort d'ombre. Découvre un serviteur coûtant 5 cristaux, dépense 5 cadavres pour en invoquer une copie. Ce qui m'embête, c'est que c'est une carte qui veut de la tempo. Or, pardon, avoir 5 cadavres au tour 3, parce que si on arrive à la setup au tour 3, c'est insane, mais avoir 5 cadavres au tour 3, c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, mais un peu compliqué. Euh, Bon, l'avantage, c'est quand même qu'on les découvre. Après, on sait qu'en général, à moins que ça ait changé, j'avoue que je sais plus, mais je crois que les cartes ont tendance en priorité à essayer de découvrir des cartes de notre classe. Donc, il faudrait regarder dans le pool à 5 s'il y a beaucoup de bonnes cartes en DK qui coûtent 5. Mais il y a aussi beaucoup de purges dans les serviteurs qui coûtent 5. Euh, En fait, je vois pas pourquoi on voudrait jouer cette carte en construit en tout cas. En arène, c'est possiblement une carte OK. Mais en construit, en fait, ça fonctionne pas avec vraiment avec des synergies. Euh, je pense juste que, ouais, en construit, elle est pas pertinente en fait. Ça n'apporte rien au plan de jeu des decks, des cas, donc je pense qu'on la verra pas en vrai. Ensuite, sang à boire. Donc c'est un sort d'ombre, 2 cristaux, dont un, une rune de sang, vol de vie, inflige 3 points de dégâts à un serviteur, initialise votre pouvoir héroïque. Euh, la question que je me pose, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le savez, c'est parce qu'ils mettent votre. Après, c'est peut-être logique. Ils mettent votre au singulier. Est-ce que, si jamais on a joué la nouvelle légendaire avant, est-ce que ça réinitialise les deux pouvoirs héroïques? Auquel cas, c'est plutôt chouette. Après, juste comme ça, si jamais ça refresh uniquement le pouvoir héroïque principal ou qu'on joue ce spell sans jouer la possibilité d'avoir le deuxième pouvoir héroïque, je trouve ça quand même pas mal. Euh, Après, bon, réinitialiser le pouvoir héroïque, comme ça coûte quand même 2 cristaux, ça fait quand même beaucoup de mana pour pas faire tant de choses que ça. Étant donné que du coup, euh, ça va en fait infliger 3 points de dégâts à un serviteur uniquement. Vous allez gagner 3 points de vie et possiblement réinitialiser votre pouvoir héroïque. Euh, je sais pas trop. Euh, En fait, là où je trouve ça un peu marrant, c'est que ça doit fonctionner aussi avec Aile de mort en fait. Dans le sens où, bon, le deck en a peut-être pas spécialement besoin, mais l'air de rien, une fois que vous avez joué Aile de mort, le sort vous permet certainement pour 6 points de mana d'avoir 10 d'attaque. Et sur Aile de mort, ça peut être vraiment fort. Parce que du coup, c'est comme un bon sort de tempo où c'est pas insane, mais c'est quasiment le sort du démoniste, mais avec un effet en plus. Donc, c'est pas impossible que juste la jouer pour gagner du temps, euh, dans le sens où en début de partie, vous serez peut-être juste content d'infliger 3 points de dégâts et de gagner 3 points de vie contre un deck plutôt agressif. Et en fin de partie, ça peut quand même vous permettre de mettre une patate à 10 avec elle de mort, et donc peut-être de clore des parties plus rapidement et éviter à votre adversaire de trouver ses solutions trop vite. Donc dans ce sens-là, je trouve ça intéressant. Sinon, ouais, bon, de toute façon, le DK Imbue, ça a jamais été joué.
Le problème, c'est que les trucs qui mettent des cadavres, ça les invoque en jeu, donc ça marche pas avec le pouvoir héroïque. Donc on n'aurait toujours pas d'intérêt potentiellement à refresh le pouvoir de l'Imbue et faire une méga charge, parce qu'il faudrait encore pouvoir le renvoyer dans la main, machin. Enfin, ça commence à être un peu sombre. Donc je pense que c'est un bon sort de tempo, qui pourrait potentiellement être joué, et de juste se dire, ben, en fin de partie, ça peut, mettre des patates à 10 avec Gueule de Mort, et du coup, être vraiment intéressant et puissant, quoi. Surtout que ça peut se découvrir avec les maturges, donc ça pourrait ne pas être grave de l'utiliser en début de partie pour la tempo et de le récupérer plus tard sur les maturges si on veut taper à 10 avec Gueule de Mort. Tour de Ghoul, 2-7. Une fois que ce serviteur a subi des dégâts, invoque 2 ghouls fragiles. Euh, La carte est trop faible. 2 d'attaque en fait. En fait, ça va être cool d'invoquer des ghouls. En fait, c'est un énorme générateur à cadavres potentiellement, sauf si elle se fait gérer. Juste par de la destruction ou du silence. Euh, Mais les 2 d'attaque sont trop faibles. Il y aurait limite fallu qu'elle soit 3-6. 3-6 aurait été déjà beaucoup mieux. Là, dans l'idée, faut voir, mais je pense que c'est juste les 2 d'attaque qui vont juste trop souvent rien faire en fait. Donc la carte est cool, mais je suis pas sûr qu'on la verra à cause de ces 2 d'attaque. La peste vivante, donc la deuxième légendaire du Chevalier de la Mort. Donc 7-7 pour 7 avec une rune impie, pardon. À la charge, au lieu d'infliger des dégâts, place un montant équivalent de plaies dans le deck. Elles infligent 2 points de dégâts au héros ou à l'héroïne quand elles sont piochées. Alors j'ai vu qu'il y avait une erreur de traduction. Apparemment, comme elle a charge, en fait, c'est que les dégâts infligés au héros qui transforment en fait les dégâts en plaie. Du coup, dans l'idée, je la trouvais pas mal parce que c'est un mort-vivant à 7 et que je trouvais que on aurait pu en fait jouer un deck hard control avec juste la peste vivante en top curve et en fait s'amuser à la ressusciter avec le spell à 4 et en fait genre juste bah du coup on a un deck qui est hyper solide en termes de gestion et de blinder le deck de play et mais le problème c'est qu'en fait on peut même pas prendre des trades avec, visiblement ça ne fonctionne pas et que je pense qu'à cause de ça la carte déjà la carte était plus fun que bonne. Mais le fait que si c'est vrai et que c'est que les dégâts qui sont infligés au héros, ça fait que la carte est beaucoup trop faible. Parce que c'est-à-dire que même si elle est gérée par des trades et tout, ça fonctionne pas. Ça commence à la rendre un peu trop niche, quoi. Donc dommage. Ça aurait peut-être mieux qu'elle ait rué en vrai. Ça aurait été mieux qu'elle ait rué et que du coup ce soit juste les dégâts qu'elle inflige, quoi. Soigneuse déguisée. Donc une 5-1 pour 1. Peut-être jouer des deux côtés. Ral l'agonie place 4 plaies dans votre deck. Elles infligent 2 points de dégâts quand elles sont jouées. Euh, Bon, c'est pas terrible. C'est pas terrible. En revanche, il y a quand même des trucs. Si on part du principe qu'on veut jouer les cartes, parce que je me dis aussi, il n'y a pas que des gens qui veulent tryhard. C'est une carte qui n'a pas de rune. Donc ça marche plutôt bien avec l'arme à 2 où en fait vous pouvez la donner à votre adversaire, taper avec votre arme, invoquer une ghoul et prendre le trade direct. Du coup l'adversaire n'aura pas eu l'occasion d'attaquer avec et du coup le fait que vous lui donniez une 5-1 n'a aucun impact et vous aurez juste mis 4 plays dans le deck de votre adversaire. Euh, Après, ce qui est marrant aussi, c'est que c'est une carte plutôt agressive et que je pense qu'elle sera jamais jouée, attention, hein. Mais qu'en fait, si on met des plays dans notre deck et qu'on a Onyxia ressuscité en jeu, on gagne les points de vie au lieu de les perdre. Mais je pense que c'est... Je le dis au cas où, mais je pense juste que c'est nul. Parce que à la rigueur, lui, j'aurais pu un peu y croire. Si les dégâts
marche aussi sur les serviteurs. Si c'est uniquement sur le héros, c'est beaucoup trop compliqué. Heu, Parce que dans l'idée, on a quand même une 7-7 charge, donc en théorie qui pourrait prendre des trades. C'est là que c'est dommage, parce que si c'était sur tout le monde, en fait, on a une 7-7 charge qui, dans l'idée, va pas infliger de dégâts aux joueurs. Donc OK, ça a retardement, mais en fait, elle met 14 dégâts dans le deck de l'adversaire. Donc en fait, si on avait la possibilité de pouvoir enfin, ça on peut le faire, de le ressusciter en fait avec le spell à 4, et qui pouvait juste prendre des trades et mettre des pestes, en fait, ça fait que ce monsieur, en fait, il peut mettre potentiellement du coup, s et on peut augmenter son attaque d'ailleurs, hein, avec le pouvoir héroïque, on peut le monter à 10 et tout. Mais bon, s'il est à 7, on peut mettre donc, 21, 21 plaies dans le deck et donc ça fait un total de 42 dégâts, juste par cette source. Donc c'est pas déconnant, mais si à chaque fois faut taper le joueur, c'est compliqué, quoi. Donc on verra. À voir, peut-être la tester quand même, mais bon si je l'ouvre, hein, parce que ça je pense que ça me ferait un peu chier de la craft. Mais moi j'aimais bien cette carte, j'avais envie de l'essayer, mais si ça marche pas sur les serviteurs et qu'il faut tout le temps taper le héros, c'est un enfer, en fait. Donc voilà, et du coup il y a juste elle qui est en support, mais je pense que même si on veut jouer lui, je pense qu'on jouera même pas elle, en vrai, on en a pas besoin. Ça c'est moyen, ça je pense que c'est plutôt une bonne carte. Ça non. Ça, je pense que c'est moins fort que les cartes sensu et tout qu'on a en ce moment. Mais, comme cette carte qui est vraiment puissante demande de jouer 2 runes impies, je serais pas étonné qu'on remplace les synergies sensu potentiellement par ce type de sort qui nous donne 3 cadavres et qui en plus, nous permet de nous régène de 9. Donc à voir, et du coup ensuite, on va passer à la prochaine classe. Donc ensuite c'est, chasseur de démons. Tac. Donc on a Erida Cherchevis. Donc c'est une 7-5 lien de vie pour 4, donc bien surstaté. À la vol de vie et en cri de guerre, envoie votre deck dans le vide. Au début de votre tour, vous piochez 2 cartes du vide. Donc je me suis un peu renseigné. Ce qui se passe, c'est qu'en fait tout notre deck va être envoyé dans le vide. Et donc au lieu de piocher des cartes dans notre deck, on va piocher les cartes dans le vide, les cartes de notre deck dans le vide, et on va en piocher 2 au lieu d'une par tour. Ce qui est puissant. En revanche, c'est pas notre deck qui devient le vide et du coup, on sera à la fatigue à partir du moment où on a joué cette carte. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle a vol de vie, c'est pour essayer de tempo un peu. Après, malgré tout, c'est pas dit qu'elle arrive tout le temps tour 4. On n'a pas la possibilité de la faire arriver tour 4, voire tour 3 avec la pièce. Et donc, l'air de rien, 5 PV, c'est un peu fragile, sachant qu'à partir du moment où on l'a joué, on est à la fatigue. 5 PV, ça reste fragile, hein. Franchement, c'est fou ce que je vais dire, mais je pense elle aurait mérité d'être 7-7 en fait. Parce que là, en fait, vous allez la jouer, vous allez être à la fatigue et elle risque fortement de mourir au moment où vous la jouez. Et si c'est par un sort, vous allez juste pas gagner de points de vie. Donc à voir. La carte aurait été vraiment cool en standard si on avait encore le tourisme avec la légendaire qui permettait de renvoyer les dégâts qu'on prenait pendant notre tour. Bon, mis à part ça, mécanique sympa, mais je sais pas si sur le papier c'est sympa, mais je sais pas si, en jeu, c'est vraiment facile à et est-ce que vraiment être à la fatigue pour piocher 2 cartes par tour, ça peut changer la puissance d'un deck? J'imagine que oui, parce que piocher beaucoup c'est fort, mais est-ce que, l'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête à partir du moment où on l'a jouée est suffisamment, et enfin vaut la peine? Je suis pas sûr en vrai. Donc ensuite, sombre pot de vin, un sort d'ombre qui coûte 2. Vous piochez 3 cartes. Choisissez-en une à donner à votre adversaire. Heu, la carte pourrait être bonne, je me dis juste que en fait, c'est vrai, les decks DK en ce moment sont quand même enfin les decks DH pardon, sont quand même particulièrement bien construits. DH a énormément de bonnes cartes et je sais pas si vous allez souvent avoir, envie de lui donner une carte. Parce qu'en plus, il y a pas tant de cartes DH
qui peuvent ne pas servir à votre adversaire et même les cartes DH, qui, par exemple demandent d'avoir enfin qui ont un effet bonus si la condition d'avoir que des sorts dans votre deck est active, ça reste des sorts que vous pouvez lancer quand même et du coup, c'est même pas si intéressant que ça de les donner à votre adversaire et enfin, en vrai, piocher, c'est pas le problème du DH, donc je pense que la carte, n'existera pas, mais je peux me tromper. Démon zélé, cri de guerre, découvre une carte de votre deck. S'il est vide, gagne +4/+4 à la place. Alors, la carte est pas bonne. Enfin, j'abuse un peu. La carte est moyenne, mais je pense qu'on sera obligé de la jouer avec Irida. Je sais que j'ai vu d'autres youtubeurs qui sont pas d'accord avec ça. Mais l'air de rien, en fait, c'est juste que le fait qu'il coûte 3 et qu'elle coûte 4, en fait, ça permet quand même de setup potentiellement plus rapidement la combo et enfin, d'être plus régulier dans sa sortie et de se dire ok, j'ai quand même ces démons zélés dans mon deck qui me permettent plus souvent de pouvoir la poser T4. Parce que si vous arrivez à la poser T4, les 7-5 auront plus d'impact. Le problème c'est que si en fait vous la posez plus tard, il y a de grandes chances pour que juste elle change plus grand chose à la partie quoi. Et donc si votre deck a été du coup mis dans le vide avec la légendaire, eh bien au lieu de découvrir une carte, vous allez avoir une 6-6 pour 3 qui n'a pas d'effet supplémentaire. Par contre en termes de tempo, c'est plutôt fort. Après comme je vous dis, je crois moyennement en cette carte, donc du coup je crois encore moins à celle-là, mais à voir. Manifestation cosmique, un sort d'ombre inflige 2 points de dégâts, place un sort aléatoire de chasseur de démons dans votre deck, marginal recommence. Alors, encore une fois, je pense que c'est pensé pour la nouvelle mécanique, parce que dans l'idée, avoir un sort par contre qui inflige potentiellement 4 pour 2, c'est pas mal. Surtout que c'est un sort arc marginal, donc on va pouvoir le découvrir avec des sorts qu'on a déjà avant, enfin qu'on a déjà actuellement. Le seul truc, c'est que globalement, mettre des cartes qu'on connaît pas dans notre deck, c'est vraiment pas ouf. Si au moins on les avait découvertes, ça aurait été plus intéressant, mais là, du coup, le seul intérêt en vrai de cette carte, c'est c'est qu'en fait, ça se met dans le deck, donc pas dans le deck qu'on a warpé dans le vide avec Irida, mais du coup bien dans notre deck qui est vide, et du coup, en fait, si vous arrivez à la jouer avec Marginal, ça vous met 2 cartes, enfin, ça vous met 2 sorts au-dessus du deck, donc vous allez piocher les 2 cartes de votre deck qui est dans le vide, plus le sort que vous avez mis au-dessus de votre deck. Et du coup, ça permet de retarder la fatigue en fait, surtout. Et du coup, vous serez aussi obligé de jouer cette carte. Et ce qui est intéressant, c'est comme elle est marginale et qu'on a actuellement un spell à 1 qui nous permet de découvrir un sort avec marginal, vous allez potentiellement pouvoir un peu abuser de ce sort si vous le trouvez, et donc de pouvoir temporiser la fatigue et potentiellement pouvoir rentabiliser le fait de piocher 2 cartes par tour. Je sais juste pas, en fait, j'arrive pas à me rendre compte si vraiment ça vaut le coup en fait. Parce que DH pioche des as tellement que je sais pas si on a envie de faire ça, hein. Donc on verra en vrai. On verra, mais j'ai l'impression qu'on a juste pas envie de faire ça, mais on a pas envie de détruire notre deck, enfin de le mettre dans le vide pour piocher 2 cartes par tour, alors que le DH pioche déjà 50 cartes par tour, mais à voir, à voir. Natrezim captif, donc c'est une carte avec préparation. C'est une 6-12 pour 10, donc c'est quand même relativement cher. Il a provocation et tous les serviteurs coûtent 2 cristaux de plus. Alors, en DH actuellement, je crois qu'on n'a pas réellement de possibilité de tricher avec cette carte. Du coup, je pense, de manière assez sûre, qu'on ne verra jamais cette carte dans un deck pour le moment. Mais que par contre, quand vous allez le découvrir sur le lieu du DH spell, vous allez être content parce que vous avez pas de serviteur dans votre deck ni dans votre main, et que votre adversaire va pleurer du sang quand vous allez le jouer pour un cristal.
Sinon, à part ça, ben, du coup, avant, on n'a rien qui nous permet de le jouer. La préparation coûte quand même relativement cher parce que en général, on veut quand même préparer en début de partie parce qu'après, notre adversaire, normalement, s'il est sorti correctement, c'est quand même installé. Donc, c'est de plus en au plus on avance dans la partie, au plus c'est risqué de préparer. Et donc, imaginons qu'on le prépare tour 3 où ça peut potentiellement être encore OK. Ça va le réduire de 4, il coûtera 6. Après, maintenant que je dis ça, poser une 6-12 pour 6 qui fait que tous les serviteurs de votre adversaire coûtent 2 de plus, c'est peut-être pas si mauvais, mais je pense qu'on n'a pas la place. En fait, il justifie pas de tourner le deck autour de lui, je crois. Je peux me tromper, mais je pense pas en fait. La carte est cool en vrai, mais je pense que pour l'instant, c'est juste un high roll en fait sur le lieu du DH. Alors, âme du vide. Âme du vide, c'est un sort d'ombre à 1. Invoque un démon aléatoire coûtant un cristal. Améliore vos futures âmes du vide. Ok. Trastas, parasite de l'âme. Préparation ruée. Une fois que vous avez invoqué un démon, gagne les caractéristiques de ce dernier. Alors j'imagine que c'est censé marcher avec ça, parce qu'il est bien écrit invoqué. Donc il gagne bien les statistiques des cartes qui sont invoquées par les âmes du vide. En revanche, ce qui m'embête, c'est que même si on peut le préparer et du coup ne pas le faire coûter cher, bah, il est quand même peu intéressant. Ok, c'est une ruée, mais enfin déjà dans le jeu, on joue jamais des ruées qui font rien en fait. Actuellement, il n'y a aucune ruée qui est jouée qui ne fait rien à part ruée. Ça aurait été bien qu'elle ait potentiellement un vol de vie ou un mot-clé en plus. Parce que là, bon, bah, c'est rué, quoi. C'est-à-dire que déjà, j'imagine qu'il faudra réussir à installer vos âmes du vide et que du coup, bah, ok, genre ça veut dire que vous allez peut-être faire une préparation, vous allez jouer pour 3, pour 2-3, vous allez avoir une 15-15 ruée et puis c'est tout, quoi. En fait, elle fait rien cette carte. Surtout que dans le Hearthstone 2026, les removals, c'est pas ce qui manque. Enfin, je dis pas que c'est facile, mais bon, c'est gérable quand même. Donc, ouais, je trouve qu'il manque un mot-clé. Vol de vie, ça aurait été cool quand même. Ouais, vol de vie, sinon je vois pas trop. Elle aurait peut-être pu avoir un effet en plus, je sais pas, mais là, pour le coup, juste comme ça, ben la carte, elle est pas intéressante. Enfin, c'est une carte qui fait rien concrètement. Trait du vide, un sort d'ombre inflige 3 points de dégâts à un serviteur. S'il meurt, vous obtenez une âme du vide. Donc ça, vous le jouerez. Après, pour le coup, c'est quand même des. Ça, c'est quand même une synergie que j'ai envie de tester. J'aime bien les trucs qui upgrade au fur et à mesure. Donc je vais forcément avoir envie d'essayer, mais je pense qu'on jouera quand même pas lui en fait. Euh, Bon, du coup, si on veut jouer les âmes du vide, donc j'aurai forcément ce sort. C'est un petit sort à 2 qui peut gérer des petites créas. Donc c'est pas dégueu dans l'archétype. Je sais pas si l'archétype sera bon, mais en fait, si on veut jouer les âmes du vide, donc j'aurai forcément ce spell. Ensuite, Brute écaille du vide, 3-4 provocation pour 3. Râle d'agonie, vous obtenez une âme du vide. Euh, c'est pas mal. En plus, l'air de rien, et pour le coup, ils nous ont vraiment proposé une bonne curve parce qu'on a ça à 1, on a ça à 2, ça à 3. Bon, il a des stats corrects, hein. 3-4 provocations pour 3, c'est ok. Et le fait qu'on récupère les âmes du vide à sa mort, c'est plutôt intéressant. À savoir que si jamais dans le deck on arrive à peut-être suffisamment trouver de la place pour jouer le lieu et des sorts de fiel, on peut le découvrir en plus sur la récompense du lieu. Donc bon, ça reste anecdotique, mais bon, la carte dans le, je sais pas si l'archétype sera bon, mais la carte dans l'archétype est une bonne carte, je trouve. Faut des étoiles. 3-2 pour 4. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, vous obtenez une âme du vide. Euh, c'est pas mal. En fait, ce que j'aime bien avec les âmes du vide, c'est que l'air de rien. En fait, on a une curve, donc on a bien jusqu'à 4. Sachant que ici,
on peut en avoir 2. Ici 2, donc 4. Ici 2, donc 6. Et ici, euh, ici, il y en a 2 par arme. Donc si on joue 2 fois l'arme, on monte à 10. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir euh, au- enfin, invoquer un démon à la fin qui coûtera 10. Sachant que ça peut être n'importe quel démon. Mais par contre, si on peut pas abuser. En fait, si on peut pas abuser du spell, c'est juste. Le seul problème, c'est que. Ouais, ça monte vraiment graduellement. Et donc, il y a juste. En fait, il y aura juste. Il y aura juste une âme du vide qui invoquera un tour 10, en fait. Sauf si on arrive à en avoir d'autres, mais j'ai pas l'impression que c'est possible. Après, du coup, ben pareil, dans l'archétype, on la jouera. Ça donne quand même envie de jouer de la convocation dans le sens où l'arme est obligatoire dans l'archétype et que, l'air de rien, pouvoir potentiellement booster l'attaque de l'arme qui est un peu faible pour ses stats et potentiellement pouvoir aussi lui donner vol de vie avec le spell qui convoque, ça peut être intéressant. Donc en fait, dans l'idée, je pense que ça peut être peut-être un petit support. Enfin, en tout cas, ça peut être testé avec la mécanique convocation. À part ça, moi la mécanique me plaît, juste je suis déçu qu'elle tourne pas plus autour de la mécanique, parce que ok, elle gagne des caractéristiques, mais en fait elle fait rien, c'est un peu dommage. Mais sinon, je pense que ce sera à voir, hein. Parce qu'après, c'est vrai que je dis qu'on va invoquer un seul démon à 10, mais en fait, dans la tempo, quand vous allez faire votre tour, vous allez dépenser un mana pour invoquer des démons qui vont coûter 6-7. Donc en termes de tempo, ça peut vraiment être vénère, quoi. Et puis du coup, tour 10, on peut surtout invoquer lui, et donc ça peut être vraiment, vraiment sale. Sachant que c'est n'importe quel démon, donc je pense qu'au début ce sera pas ouf. Après, au plus on va avancer, je pense au plus le pool sera réduit. Et donc potentiellement, sur la fin, hein, je pense qu'on aura vraiment des high rolls vraiment solides. Donc, je suis pas sûr que ce soit une mécanique qui soit complètement pétée. Par contre, j'aime bien le design et c'est un truc que j'ai envie de tester. Du coup, la troisième classe qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le druide. Le druide, tac. Et donc on commence avec le bâton de supercherie. Donc 4 cristaux, pardon. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, découvre une carte de druide, réduit son coût d'un montant égal à l'attaque de votre héros ou héroïne. Alors l'effet est sympa, je suis juste un peu déçu que ce soit une carte. Je crois que j'aurais préféré que ce soit juste des sorts en fait. Parce que du coup, bon de base la carte elle fait pas rêver parce que c'est un d'attaque, mais dans tous les cas ça veut quand même dire qu'une fois qu'elle est setup, en fait, vous pouvez taper 3 fois 1, voire 2 avec le pouvoir héroïque quand même, et du coup découvrir. Mais ah, j'aurais parce que le druide a des sorts très puissants. Par contre, des serviteurs, il en a des claqués quoi. Le fait que ça puisse être n'importe quoi, je sais pas à quel point ça la rend quand même intéressante. J'aurais vraiment préféré que ce soit que des sorts. Mais à voir. Après, la carte est cool. J'aime bien le design en fait. Je crois que j'aurais préféré que ça découvre que des sorts. Alors, chevaucheuse d'araignée. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, vous piochez une carte. C'est un body plutôt tanky pour son coût en mana. Après, euh, le druide a quand même des bons spells pour piocher. Euh, En fait, j'aurais tendance à dire que même si on trouve un deck sympa avec cette carte, et voire peut-être potentiellement des autres, parce que j'ai l'impression que c'est tourné autour de ça. Je pense que pour l'instant, en tout cas, avant en rotation, je sais pas si on aura besoin de jouer cette carte. Donc, ouais, faut voir. En fait, la carte est cool, mais je pense qu'actuellement, on n'aura pas besoin de jouer cette carte si on veut piocher.
Ingrédient secret. Choix des armes. Donne plus d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Ou obtenez une carte aléatoire de druide. Ok. Bon, la carte est polyvalente. La combo qu'on voit tout de suite, c'est avec l'arme parce que du coup, ça permet à votre arme pour 0 bah, de passer à 3 d'attaque et, et du coup de réduire, enfin de découvrir un sort que vous allez réduire de 3. Ce qui est intéressant, c'est aussi la polyvalence, même si c'est un peu random, de pouvoir se dire bon bah j'ai pas besoin de taper, donc j'ai quand même un sort à 0 qui me permet de récupérer un sort aléatoire de druide. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que en fait moi ce que je trouve vraiment cool pour le coup, c'est que même si la synergie est pas insane, même si avoir une carte, potentiellement une arme qui peut taper à 3 et réduire un spell de 3 qu'on découvre, j'espère qu'on arrivera quand même à trouver des trucs intéressants. C'est surtout que avoir des spells à 0 comme ça, avec la Vanessa Van Cleef, et le fait que le druide puisse s'accélérer, en fait, le fait que ça coûte 0 peut faire que on aurait envie de jouer cette synergie juste parce que jouer un spell à 0 pour récupérer une carte sur Vanessa et donc ne pas avoir dépensé de mana, potentiellement avoir déjà l'arme de setup et du coup taper à 3, révéler une carte. euh, Si on arrive à la réduire à 0 ou 1, bah on va rejouer une carte qui coûte rien, récupérer encore une carte sur Vanessa. Et du coup, j'ai l'impression que cette synergie, même si elle semble moyenne, juste par le fait que ce soit un spell à 0 et que ça puisse réduire des sorts, enfin des cartes, ben juste avec Vanessa, c'est plutôt menaçant comme synergie, je trouve. Jeune araignée, votre héros ou héroïne a plus 1 d'attaque pendant votre tour. Bah c'est une bonne carte, hein. Bon après, de là à la jouer dans tous les druides, je pense pas, mais c'est quand même du coup une 1-3, donc il y a un bon body d'early qui vous prendra pas trop de place plus tard si vous devez la jouer. Bon, c'est un mauvais top deck, mais et encore. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, si jamais votre adversaire joue une créature à avec 1 endurance en début de partie et que vous avez ça, ben, en fait, ça vous permet de la jouer et de prendre le trade direct. Le body est bien, le fait que vous puissiez constamment avoir 1 d'attaque en plus, ça peut être intéressant. Bon, c'est voulu pour être joué que ça. Je sais pas si absolument, enfin, on voudra absolument la jouer. Après, c'est vrai que du coup, là, ça commence à avoir de la gueule parce que vous avez un 3. Si jamais on a une bonne curve, en fait, vous la jouez tour 1. Tour 2, vous jouez ça et en fait, votre héros peut attaquer parce qu'il a un d'attaque pendant votre tour et donc vous piochez déjà. Donc peut-être que c'est intéressant. Mais en fait, dans la synergie, la carte est cool, elle coûte pas cher. Encore une fois, sur Vanessa, vous posez une carte à 1, vous augmentez votre attaque, vous pouvez récupérer une carte. En fait, je pense que toute la synergie là, de ces trucs-là, ça pourrait ne pas payer de mine, mais je pense que juste avec Vanessa, c'est débile. Ça m'a l'air. Je pense qu'avec Vanessa, ça va être n'importe quoi. Ensuite, en cas de la veuve, donne plus 1 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant votre tour. Vous gagnez un point d'armure. Ajoute la carte Festin de la veuve à votre main. Festin de la veuve, c'est un sort qui coûte également 2. Donne plus 2 d'attaque à votre héros ou héroïne pendant ce tour. Vous gagnez 2 points d'armure. Ajoute une carte Banquet de la veuve à votre main. Et donc, donne plus 4 d'attaque à votre héros ou héroïne. Vous gagnez 4 points d'armure. Alors, ce qui est pas mal, c'est que la première utilisation, elle est moyenne. Bon, même la deuxième, mais bon. Et d'ailleurs, toute cette synergie marche aussi très bien du coup avec le spell qui est DH et druide qui inflige 1 point de dégâts et qui fait piocher une carte et qui nous donne 1 point d'attaque. Bref, c'est de la value, c'est pas mal. En fait, en un sort, vous en avez 3. Bon, ils sont pas nature ni rien, mais bon, ça, c'est pas. En fait, faut voir à quel point on pourrait réussir à taper solidement à l'adversaire. Ce qui est cool, c'est que ce gain d'armure, en fait, propose de pouvoir mettre les dégâts dans la tête de l'adversaire en disant ok, j'ai gagné de l'armure. Je sais que j'ai pas besoin forcément de trade tout de suite, ou alors de prendre un trade sans réellement perdre de points de vie.
C'est quand même un peu moins fort que le reste, mais surtout que c'est pas à la fin de votre à la fin en fait, c'est pas à la fin de votre tour, donc en fait, encore une fois, le truc, c'est comme le druide peut ramper, de manière assez rapide maintenant, qu'il a la possibilité de jouer Isera, en fait, l'air de rien, en fait, vous allez avoir, la possibilité de jouer, en fait, ces sorts sur le même tour et donc si jamais vous avez, potentiellement déjà ça en main, bon ça, on s'en fiche un peu, c'est un d'attaque, mais l'air de rien, en fait, vous allez pouvoir donc déjà donc ici ça c'est 7 points de dégâts pour 6. 7 points de dégâts pour 6. Donc imaginons que l'adversaire n'a pas de taunt. En fait, si vous avez les deux, ça fait déjà 14. 14 plus 4 si vous avez les deux. Donc 14 ça fait pardon, excusez-moi, 18. Heu et donc ça commence à être beaucoup de dégâts. Surtout que je pense que c'est quand même enfin, du coup, ce sera certainement une synergie qui sera jouée dans des decks, druides un peu mid control, je pense, où on jouera, du coup, comment il s'appelle déjà ce Ombre Crow. On jouera Ombre Crow, on jouera bien évidemment Vanessa et en fait, on va essayer du coup de mettre de la pression avec, l'attaque du druide, potentiellement garder le board en prenant des trades s'il faut en début de partie et ensuite, ben, du coup, pouvoir, jouer de puissants serviteurs comme Ombre Crow, Vanessa et d'autres pour, en fait conserver, de la présence sur le board et ensuite pouvoir peut-être push à distance, enfin avec la tête, avec toute cette synergie. Mais, j'aime vraiment bien. En vrai, c'est juste qu'il y a Vanessa, en fait. Pour moi, le fait qu'il y ait Vanessa et que ça peut donner des sorts pas chers, ça coûte 0, ça c'est pas cher, ça c'est à peu près pas cher. En fait, pour moi, ça pourrait exister parce qu'il y a Vanessa. Donc, voilà. J'aime bien, j'aime beaucoup cette petite synergie. Mais par contre, pour moi, ce sera pas de je peux me tromper, mais je suis pas sûr que ce sera de l'aggro, en fait. C'est plutôt du mid-range. Un peu comme se joue le voleur, mais je peux me tromper. Infestation de l'arrière-cuisine. Invoque un serviteur aléatoire coûtant 4 cristaux. S'améliore quand votre héros ou héroïne attaque pendant cette partie. A attaquer pendant... Ok. Euh... Bon, il n'y a pas de furie des vents, hein, c'est-à-dire que c'est un par un. Donc de base, ça invoque. J'ai l'impression que c'est un peu lent quand même. En plus, est-ce que vraiment, à partir de combien de cristaux on peut être sûr? Parce qu'en fait, c'est pas, c'est, en fait, c'est toujours pareil, mais en fait, on découvre pas un serviteur à invoquer. Ça va être au pif. Si jamais dans le pool, je sais pas, imaginons que ça se monte quand même sensiblement rapidement, parce que ça quand même, ça commence quand même à 4. Qu'on se dit, ok, je sais pas, dans les drops 7, 8, il y a des trucs de fou. Il y a, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais il y a 10 drop 8 et il y en a 5 qui sont fumés, 2 qui sont OK. Bah, si on pouvait les découvrir, ça resterait OK. Un peu comme avec la synergie des compagnons. Là, c'est random, donc faudrait voir, parce que moi, le seul intérêt potentiellement, ce serait de juste en fait le monter à 10 et de juste l'utiliser quand vous pouvez invoquer un tour 10. Mais bon, du coup, c'est une carte morte pendant un petit moment, quoi. Donc je sais pas. Pour moi, ça, c'est une carte un peu filler pour la synergie, mais je suis pas sûr que ce soit réellement une bonne carte. Chef Nesrek. Début de partie, si votre deck ne contient que des cartes coûtant 3 cristaux au moins, faites passer vos cristaux de mana à 10 après 5 tours. Hmm. On pourrait jouer tout ça, mais pas la légendaire. On peut pas jouer Vanessa, on peut pas jouer Ombre Crow, même les deck tokens jouent des cartes chères. C'est-à-dire que tu peux pas jouer Chaladrasil. Waouh. Après le body, ok, enfin c'est pas la folie, mais 3 pour 3 au moins, la carte elle est pas non plus morte. Ça peut être, si vous l'avez tour 3, ça peut être une bonne carte, mais
est-ce que vraiment avoir 10 cristaux tour 5 alors que vous avez que des cartes à 3 ou moins, c'est intéressant? Ah, je sais pas, en vrai. Il y aurait peut-être un délire, pour le coup, il pourrait y avoir un délire, même si je pense que c'est en dessous d'autres archétypes, mais il pourrait y avoir un délire en mode, vous, vous utilisez le spell qui met 5 drop 8 dans votre deck et qui double les stats. Parce que du coup, comme c'est un début de partie, vous êtes pas obligé de le jouer et donc je me dis si vous arrivez tour 5 à 10 cristaux et vous commencez à jouer des 15-15, au tour 5, sachant que le spell, il est en 2 fois, vous avez quand même beaucoup de petits spells qui vous permettent de piocher ou de découvrir. Je le verrai en synergie avec ça, en mode, ben, vous jouez ça, vous trouvez le spell à 1, vous mettez vos drop 8, vous doublez les stats et vous invoquez des monstres dès le tour 5 si vous y arrivez. Mais je pense que c'est plus fun que fort, ça m'a l'air compliqué quand même de se passer de beaucoup de cartes, de druides. Bon, la carte est cool, mais je sais pas. Par contre, s'il y a un deck autour de ça, ça va juste casser le jeu par contre, hein, et ce sera pas très agréable, je pense. Pot de vin toxique. Découvre une carte avec choix des armes. Elle combine les deux effets. Vous en donnez une copie ordinaire à votre adversaire. Euh... On joue pas de carte avec choix des armes en vrai. Bah non, hein, c'est nul. Surtout que la plupart des choix des armes, vous allez quand même donner un truc pas mauvais à votre adversaire. Donc non. Recette mortelle, vous piochez deux serviteurs. Si vous avez 10 cristaux de mana ou plus, leur donne plus 3/+3. Alors ça, c'est un chouïa dommage. Parce que ça pourrait potentiellement rentrer dans la synergie que j'ai citée avant, en se disant: «Bah, OK, on joue le spell qui met des drop 8, hem, vous jouez beaucoup de sorts, ça réduit le pool et du coup avec ça vous les piochez». Mais le problème c'est que le sort coûte 3, donc en fait, quand vous allez si jamais vous avez la chance de récupérer vos 10 cristaux au tour 5 et que vous faites la recette portelle, vous pourrez pas jouer vos serviteurs. À moins d'avoir une nerve, mais bon. Ah, si elle coûtait 2, à la rigueur, sans le bonus, ou alors juste +2/+2. 3 c'est dommage, hein. Heu Après, ça reste quand même de la pioche ciblée, en fait. Donc, l'air de rien, potentiellement, dans des decks druides qui pourraient être basés sur des combos où le deck a une majorité de sorts et peu de serviteurs, mais que les serviteurs sont clés, bah, ça vous assure d'avoir vos serviteurs et pas juste piocher n'importe quoi. Donc, c'est potentiellement OK comme carte. C'est pas la folie, mais elle est pas à jeter, je pense. Chef rancunière, cri de guerre, invoque un serviteur avec provocation coûtant 2 cristaux. Si vous avez 10 cristaux de mana ou plus, en invoque un qui coûte 6 cristaux à la place. Bah, c'est pas ouf, hein. Enfin, si, encore une fois, en fait, la carte est ok, mais je pense qu'elle sera potentiellement jouée dans des druid tokens classiques, mais pas jouée grâce à ça, en fait. Parce qu'à la gare, avoir un body plutôt faible qui va vous mettre un taunt, c'est quand même deux créatures en une. Je sais pas si le druid token a déjà mieux en ce moment, c'est peut-être même possible. Mais dans l'idée, c'est quand même du spam de board, avec de la protection. Si vous posez, je sais pas, des serviteurs importants au T1 ou T2 et que vous avez besoin, bah, vous avez quand même une 3-2 qui va placer un potentiellement un serviteur qui va vous permettre de protéger, les serviteurs d'avant. Mais sinon, enfin, je comprends, mais je pense que encore une fois, genre pour moi ça, en fait, je suis pas sûr que ce soit une carte qui soit bonne dans les decks aggro et ça change pas ta life, en fait. Et du coup, j'ai l'impression, que si cette carte est forte dans un deck et jouable, ce sera en fait
une carte de combo qui permettra potentiellement de setup des combos au tour 5 qui auront un impact, vraiment vénère et bah, typiquement, même si je pense que c'est pas la meilleure idée du siècle, mais avoir ce sort qui met des tours 8 dans votre deck et qui double leurs stats, ça a l'air moyen, mais dans l'idée où vous savez qu'au tour 5 vous allez avoir 10 cristaux et que à partir du tour 5, le moindre monstre que vous piochez, vous pouvez le jouer, bah, ça peut être compliqué. Surtout qu'en vrai, pour le coup, il y a quand même pas mal de tours 8 qui sont corrects, quoi, surtout avec des stats doublés. Donc moi, je pense que je le verrais plutôt avec ça et ouais, peut-être beaucoup de sorts, en fait, hein, beaucoup de sorts et peut-être de jouer ça pour être sûr d'aller chercher nos serviteurs après. Heu, en fait, votre objectif, c'est juste de tenir jusqu'au tour 5. À partir du tour 5, si déjà en avance, vous avez pioché vos monstres, bah, vous pourrez les jouer direct, quoi. À voir. La carte est cool, en vrai, la carte donne envie, mais ça demande à cuisiner, à se casser un peu le crâne, donc c'est cool. Après moi, tout ça, en vrai, j'aime plutôt bien et comme je vous disais, j'y crois pas mal parce que je trouve que la synergie avec Vanessa est vraiment solide et puis, comme je vous disais, ça peut quand même représenter beaucoup de dégâts face, hein, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de mettre une bonne pression, heu, donc ouais, j'aime vraiment bien cette partie-là, même si ça, je suis pas sûr, parce que je pense qu'en vrai, le mieux, ce serait de le monter jusqu'à 10 pour être sûr, en fait, d'invoquer des gros pools parce qu'à 10 vous allez commencer quand même à pouvoir invoquer des trucs puissants, à 10 il y a pas tant de trucs que ça et bon si vous invoquez, j'ai oublié son c'est grave, hein. Le dragon, qui lance des sorts de feu là, bon c'est un peu dommage parce que vous avez payé 10 pour pouvoir jouer une 7/7 mais si vous invoquez Tortola c'est insane, potentiellement même si c'est pas ouf, vous pouvez invoquer le nouveau démon du démoniste. Alors, il ira peut-être pas chercher des démons dans votre deck, mais ça reste ça reste ah non, bah non. Non, il est nul, en fait. Ah ouais. Bon, de toute façon, si vous invoquez pour 4 en gros, le Tortola, potentiellement, celle qui a Furie des Vents, heu, peut-être, le démon, pour le coup, du DH, à voir ce qu'il y a d'autre à 10. Faudrait regarder. Ah! Parce que ouais, il y a même le cri de guerre du chaman, mais du coup, non, il fait rien en fait. Comme tu les ah! Ah non, je pense que c'est nul. En vrai, c'est nul. Voilà, je pense que c'est nul. Attendez, est-ce qu'on peut regarder vite fait? On regarde ça vite fait? Alors, si je regarde, toute classe. Donc là, à 10 actuellement, donc pardon, on a le Natrezim. Donc ça, c'est un bon rôle à avoir. Et lui, du coup, ben non. Parce qu'on n'aura potentiellement pas de démon dans notre deck. Donc invoquer une 6-5 pour 10, ben, c'est nul. C'est les deux seuls de l'extension. Et donc si je prends... je peux pas choisir l'ensemble des cartes standards? Ah si. Hop. Du coup ça c'est pas mal. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible, mais je pense qu'on peut pas l'avoir. Ça, bon ben pour 4 on a invoqué une 10-10 à la rigueur. Donc ça c'est, on peut se dire que c'est ok. Ça je pense qu'on l'aura pas non plus. Ça c'est horrible. Ça c'est pété. Ça c'est pas mal, ça c'est pété. Donc potentiellement un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 drop 10, dont 1, 2, 3, 4, 5. 6 peut-être quand même avec l'aile noire en fuite, même si c'est pas fort contre aggro, c'est quand même chiant. On a, ouais, en vrai,
Le fait que ça coûte 4, si ça prend pas trop de place dans le deck, on a quand même un bon 50 de chance d'invoquer un bon serviteur, d'avoir un reroll. Donc en vrai, c'est OK finalement. Il y a des rolls qui seront horribles, mais après vous aurez payé que 4. Vous aurez payé que 4, mais faut avoir réussi à taper 6 fois. Ah! Une chance sur deux quand même, hein, d'avoir un truc de fou, hein. Ça, 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 en vrai, c'est des trucs de fou. Donc ça fait déjà 4 sur, 4-5 sur 10. Ouais, donc on a 50. En vrai, why not, hein? À voir si c'est facile de monter jusqu'à 10, parce qu'après si je mets 9, bon ça c'est cool. Ça, à la rigueur, ça a taunt. C Ça c'est horrible, ça c'est trop bien, ça c'est OK, ça c'est horrible, ça c'est OK, ça c'est horrible, ça c'est horrible, ça c'est horrible, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est bien, horrible, OK, OK. Ah, pour 4, OK. Horrible, horrible, OK, horrible, 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 OK, horrible. Ah, en tour 9, il y a quand même des trucs, hein. Tour 9, il y a quand même des trucs. Mais bon, là, on augmente les poules, quoi. OK, 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 OK. Ouais, en fait, vous avez des low roll partout. Par contre, en 8, vous avez quand même pas mal de trucs, donc beaucoup de taunt. Là, si vous payez 4 pour invoquer même ça, ça, vous êtes trop bien. Ça, c'est OK. Ça, bon, ben, voilà, bon, ils seront pas convoqués, mais bon, ça reste des bonus, quoi. Des bons body, hein. Je veux dire, c'est que même Shogal, Shogal, c'est un drop 9, mais Shogal, en fait, on s'en fiche à la rigueur, que vous récupériez pas un maximum de stats. Juste, bah, vous avez payé 4 pour jouer une 6-6 qui est ranké des 1-1 qui vont manger des cartes dans le deck de votre adversaire. Donc vous serez content quand même d'invoquer Shogal. Ouais, peut-être que, en vrai. Peut-être que le sort, c'est une bonne tempo à 4. En fait, si on arrive facilement à monter, c'est peut-être OK. C'est peut-être OK. Là-dessus, ouah, j'ai encore traîné 1 heure. Ben, du coup, là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que l'analyse vous a plu. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo pour les trois prochaines classes. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'analyse et des cartes au global. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt les monstres.